L'Art du Bonheur aujourd'hui avec Charles Consigny. Je suis très heureux d'être avec lui et c'est un pur bonheur parce que vous le connaissez tous et c'est quelqu'un qui dit les choses et peut-être aussi la vérité avec nous ce soir. Bonjour Charles, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? En pleine forme? Oh ben, toujours. Moi ça me fait toujours plaisir de rencontrer du monde, de rencontrer des personnes qui disent les choses, on va dire, l'histoire de la vie, on va dire. Est-ce que c'est ça la vie? De raconter une histoire qui est réelle? Je sais pas, non, c'est une drôle de question. Oui. La vie, c'est ce qu'on en fait. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on en fait. Est-ce que les gens, à la date d'aujourd'hui, vivent vraiment ce qu'ils désirent faire? Plutôt l'impression que oui, à part les contraintes matérielles qui sont imposées à la plupart d'entre nous, j'ai le sentiment que oui, les gens, j'espère, en tout cas, ont la maîtrise de leur destin. Alors, vous qui avez commencé, quel est votre meilleur souvenir en fait de votre enfance? Quel est le meilleur souvenir de mon enfance? C'est difficile ça. Parisien? J'ai une enfance parisienne, oui. Je ne saurais pas me souvenir du meilleur souvenir de mon enfance, franchement. C'est vrai? Il n'y a pas quelque chose qui vous a marqué quand on voit ce qui s'est passé avant et maintenant, à votre âge, à 33 ans? Non, moi j'étais un enfant normal. C'est difficile comme question, quel est le meilleur souvenir de votre enfance? Un effet marquant. Ça peut être dans votre vie familiale ou est-ce que c'est par rapport à un événement? Franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux pas répondre à cette question. Vous avez tellement de choses déjà de vécu. Non, mais j'ai une enfance comme beaucoup, avec des événements heureux et des événements malheureux. Mais j'ai pas un souvenir, je me souviens pas de quelque chose dont je pourrais dire que c'est mon meilleur souvenir. Quel est le meilleur souvenir, par contre, au niveau de vos études, justement? Parce que là, pourquoi avoir choisi, justement... Au niveau de mes études, c'est sans doute... c'est sans doute quand elles se sont terminées, c'est-à-dire quand j'ai passé le concours du barreau, que j'ai fini par l'avoir après 2 échecs. Et donc je l'ai passé une 3e fois, c'était la dernière fois que je pouvais le passer. Donc quand j'ai vu que je l'avais réussi, c'était un bon moment. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes à la date d'aujourd'hui qui voudraient faire les mêmes études que vous? Que c'est des études passionnantes et qu'il faut s'y impliquer pleinement. Il ne faut pas lâcher. Qu'il faut non seulement pas lâcher, mais se passionner. Pour quelqu'un aujourd'hui, un jeune qui veut faire des études de droit, il faut se passionner pour le droit, c'est-à-dire lire des commentaires des grands arrêts de la jurisprudence, lire des revues de droit, aller voir les cours magistraux des professeurs intéressants, se passionner pour la matière parce qu'elle est passionnante. Qu'est-ce qui vous intéresse plus? La politique ou d'être avocat? C'est un grand tiraillement chez moi qui est à peu près constant. Je suis avocat 95% du temps et je m'intéresse à la politique énormément sur 5% du temps. On verra si ce ratio évolue dans les années qui viennent. Vous avez écrit 3 livres. Oui. Un 4e? Il y en a un 4e absolument qui normalement paraîtra cet automne. Cet automne. Donc avec grand plaisir de vous recevoir pour un salon du livre à Paris ou en Normandie parce que les Normands vous suivent. Et là aujourd'hui on est à Rouen, une ville qui vous accueille aujourd'hui. Vous y reviendrez? On verra, j'ai eu froid pour l'instant, mais je trouve que c'est une belle ville. On m'a dit qu'elle était sous mairie socialiste, ce qui n'est pas au crédit des Rouennais à mes yeux. Mais non, en tout cas, je suis curieux et impatient de la visiter. Oui, parce que ça a une histoire quand même. Hein. Il y a quand même la plage Jeanne d'Arc, il y a plein de choses. Absolument. Et il ne faut pas oublier notre patrimoine. Absolument. Alors, je vais vous poser une chose. Est-ce que vous connaissez le questionnaire de Proust? Oui, bien sûr. Alors, si vous étiez une fleur? Difficile. Une rose. Une rose? Ça me fait penser à un parti. Oui, mais voilà, je trouve que c'est une belle fleur. Pardon, c'est très bateau, mais... Non, c'est pas bateau. On a déjà dit d'autres choses qui étaient beaucoup plus hardes. Mais je trouve que la rose, il y a le côté amour et les épines qui piquent un peu à la fois. Peut-être. C'est surtout très beau comme couleur. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances et que c'est souvent de très belles couleurs. En plus, il y a une rose qui s'appelle De Gaulle, même celle de Pompidou.
Ça peut être évocateur. Ça n'avait pas de sous-entendu politique. Mais je trouvais ça mignon. Si vous étiez un livre, quel est votre livre préféré, on va dire, et vous seriez dedans? Si j'étais un livre, c'est dur comme question. Oui. Monsieur François Hollande m'a répondu je serai le Petit Prince. Ouais, mais c'est pas con comme Mais réponse. c'est pas. Voilà. C'est pas con comme réponse. Est-ce que vous êtes dans la vague du moment, par exemple Bussy en ce moment? Ah non. Non, mais il y a beaucoup de livres que j'ai adorés, mais je peux pas dire si j'étais un livre, je serais ça. En tout cas, je trouve, mais ça doit pas être facile à habiter, mais il y a un tel génie, par exemple chez Rimbaud, que voilà, un recueil de poèmes de Rimbaud, ou Victor. Non, peut-être, voilà peut-être ma réponse. Je partage avec mon père une passion pour Victor Hugo. Victor Hugo. Et je trouve qu'il y a chez Victor Hugo quelque chose d'assez sublime qui me plaît. Ouais. Et si vous étiez un acteur de cinéma? Il y a beaucoup d'acteurs que j'adore. J'adore Depardieu. J'adore Nils Aristrup. Mais j'adore aussi des plus jeunes. Je trouve que Louis Garrel est un très bon acteur. J'ai beaucoup d'admiration maintenant pour les acteurs parce que j'ai lu un excellent livre, mais entre autres choses, mais notamment ça, qui s'appelle Les derniers jours de Marlon Brando, de Samuel Blumenfeld, un journaliste du Monde, qui raconte les derniers jours de Marlon Brando. Et on comprend à quel point Brando avait beaucoup pensé son personnage, son jeu, ses rôles, était quelqu'un de très intelligent, très artiste. Et donc, j'adore Jacques Weber aussi. Les grands acteurs, pour moi, sont des grands artistes. Et si vous aimez un humoriste d'aujourd'hui? Il y en a plein que j'aime bien. Alors, c'est peut-être pas d'aujourd'hui, mais moi, j'adore Elie Moon et Franck Dubosc dans leurs petites annonces, par exemple. Il y a peu de choses qui me font autant rire que les petites annonces de Semoun et Dubosc. Il y en a plein d'autres. Si vous allez au théâtre, laquelle pièce que vous désirez aller voir? Oh, les pièces de Molière. Je me souviens d'avoir vu Michel Bouquet jouer Le Malade imaginaire. Et c'était tellement... c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Donc Molière. Molière. Qu'est-ce que vous aimez chez vos amis? C'est une bonne question, intéressante. Leur générosité humaine, je dirais. Qu'est-ce que vous aimez chez un homme? La vitalité. Et chez une femme? La vitalité aussi. Pour vous, c'est complémentaire. Je trouve que c'est de très grande qualité. C'est la vitalité, la confidence aussi. C'est-à-dire la joie, l'énergie, la volonté. J'ai du mal avec les gens neurasthéniques. J'ai souvent envie de les secouer. Et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans notre France? Sa splendeur. Sa splendeur? Qu'est-ce qui vous fait grincer des dents? Son ramollissement. Son ramollissement, on est un pays qui se ramollit beaucoup. On revient en arrière. On est feignant. Quel dommage. Je pense qu'on devrait se retrousser les manches et qu'au lieu de ça, on trouve tous les moyens d'en faire le moins possible. Et je pense que c'est un péril qui nous menace parce qu'on est dans une compétition internationale très dure dans laquelle on a déjà beaucoup décroché. Quel dicton pour vous? Avec toi, le ciel t'aidera. Un dicton qui a passé des millénaires, on va dire. Mais qui est toujours vrai. Exactement. Si vous y étiez une planète? C'est la Terre.
La terre? La terre, moi je pense que le paradis est ici, si vous voulez. Je pense que bien des... Moi je crois en Dieu, je suis croyant. Je pense que Dieu est partout et dans chacun d'entre nous. Il m'arrive en regardant telle ou telle personne que j'aime de penser que c'est Dieu qui s'exprime à travers elle. Et il m'arrive enfin, je suis toujours émerveillé par le spectacle de la nature. Voilà, je pense qu'on vit quand même dans un paradis réel, mais un paradis quand même. Est-ce que vous croyez aux anges gardiens? Non. Oh, un peu, quand même un peu. Est-ce que la vie ne vous fait pas passer des non, messages? Non, je pense un peu des parce alertes? que j'ai eu des gens très proches de moi qui sont morts. Et il m'arrive de penser qu'ils sont toujours là et qui regardent ce que je fais. Ils vous envoient des petits messages en fait? En tout cas, ils sont disponibles quand je veux leur adresser un salut. Vos prochaines vacances? Les vacances d'été probablement. Oui. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais sans doute aller assez banalement dans le sud de la France. Sud de la France, hein. C'est votre périple ou c'est quelque chose pour vous c'est dans la logique? C'est-à-dire? Est-ce que vous préférez le côté ah non, je vais dans ça, c'est primordial, je vais dans le sud, ou est-ce que vous changez chaque année? D'abord, je vais souvent là où on m'invite, premièrement. Donc là, je suis invité chez des amis dans le sud et j'y vais régulièrement, donc je suis content de les retrouver essentiellement. Non, moi, j'ai la chance d'être d'une bonne nature, donc si vous voulez, vous pouvez m'emmener une semaine en vacances à Dunkerque, dans le froid et la pluie, je vais pouvoir trouver ça très sympa selon ce qui se passe. Donc j'ai pas de... Voilà, mais j'avoue que les grands pins parasols qu'il y a dans côté de Saint-Tropez, dans certains, Saint-Tropez, Ramatuelle, plein d'autres endroits. Là, j'étais le week-end dernier à Nîmes. C'est un endroit que j'aime, d'autant que je n'y ai pas du tout été enfant et adolescent, parce que mes parents étaient beaucoup plus soit Jura, qui est notre terre de famille, soit la côte plutôt ouest, la Bretagne. Je n'ai pas été habitué enfant au sud de la France, et j'avoue que ses parfums, ses couleurs, sa lumière, sa chaleur me plaisent énormément. C'est reposant, c'est apaisant. Et la montagne, comme on dit, ça vous gagne? La montagne... Il y a le côté Jura un petit peu, moins que... Alors dans le Jura, nous on est au début de la montagne. Voilà. Le village où on n'est pas encore dans la montagne. La montagne, je trouve ça très beau, j'ai fait beaucoup de ski, etc. Mais je trouve ça en même temps assez un peu austère. Et puis par ailleurs, c'est très cher d'aller skier. Donc j'ai un peu délaissé, je vous avoue. Écoutez, avec grand plaisir de vous inviter à la montagne. Avec plaisir. On fera peut-être un week-end à la montagne avec grand plaisir, parce que la montagne, comme on dit, ça vous gagne, mais c'est très important de monter en altitude, je pense. Enfin, je me permets de vous transmettre quelque chose, parce que c'est vous qui êtes justement au début des montagnes, quand on est dans le Jura. C'est quand même là où on se ressource aussi. Quand on monte en altitude, on a ce silence et d'être proche de l'arbre, puisque c'est ce qui nous recentre un petit peu à la fois, ou pas, pour vous? Comme disait De Gaulle, prenez de l'altitude, il y a moins de monde. Mais je suis pas franchement, j'ai une expérience faible de la montagne, à part le ski quand j'étais enfant. Donc je fais pas de randonnée, je suis pas du tout comme ça. En fait, si vous voulez, tout simplement, je fais un métier avocat qui donc m'occupe 95% du temps. Oui, qui prend beaucoup de temps, parce que les gens et qui m'épuise, et qui me laisse à chaque fois épuisé. Et donc le moment où je prends des vacances, c'est souvent le moment où vraiment je n'arrive plus à travailler, je vais au bureau, je bois 40 Nespresso cancérigènes, et néanmoins je n'arrive pas à lire le dossier que j'ai sur mon bureau. Et donc ce moment-là, je sais que c'est le moment où il faut que je prenne des vacances, et j'adore du coup passer les vacances à ne rien faire du tout. Oui, donc pour moi, le but indépassable des vacances, c'est de se retrouver sur un transat, au soleil, au bord d'une piscine, avec des bouquins. Ça pour moi, c'est le moment où je me sens bien. Et donc, je ne fais pas de vacances sportives, et donc je ne vais pas à la montagne en vacances. Qu'est-ce qui vous, en fait, qui vous fatigue? Parce que vous aimez votre métier. Oui. Mais c'est le dossier ou c'est l'administration?
dossier, de toute façon, moi j'ai une vraie phobie administrative. Donc par exemple, ma comptable s'arrache les cheveux, elle me relance. J'ai des mails quasi quotidiens de ma comptable qui me presse d'envoyer certains documents, de faire telle et telle déclaration, etc. J'ai beaucoup de mal à traiter ça. Non, ce qui est très fatigant du métier d'avocat pénaliste que j'exerce, c'est que c'est un métier qui vous engage physiquement. Vous allez physiquement dans les tribunaux, dans les cabinets des juges, dans les maisons d'arrêt, les prisons, vous bougez beaucoup et vous devez à la fois travailler le fond du dossier, mais assurer l'audience, préparer le client, défendre le client, essayer d'être créatif, essayer d'être très rigoureux juridiquement. Tout ça compose un métier qui est pas un métier reposant du tout. Des audiences qui finissent tard, des journées qui finissent tard, des week-ends durant lesquels assez souvent vous travaillez, du stress aussi évidemment, parce que quand vous défendez quelqu'un aux assises, vous vous demandez toujours si vous êtes à la hauteur. En même temps, vous allez pas renoncer, parce que si vous renoncez, vous ne faites plus votre métier. Donc il faut avoir un certain ego pour faire ce métier-là. Il faut se croire capable d'eux, mais avoir confiance en soi, très confiance en soi. Mais c'est un métier exaltant par ailleurs, passionnant. Moi, je me sens rarement aussi bien que quand je suis en robe dans un tribunal correctionnel pour défendre quelqu'un qui est accusé d'avoir commis telle ou telle infraction. Donc, mais c'est un métier qui est fatigant. Et quand vous avez fini ces dossiers, pour vous, est-ce que vous revenez sur certains dossiers même fermés? Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de problèmes maintenant qu'il y a peut-être avant? Comment ça? C'est-à-dire que vous avez des dossiers, il y a quelques années, est-ce qu'il y a eu une augmentation de dossiers? Est-ce qu'il y en a beaucoup plus ou moins par rapport à maintenant? Après le confinement ou le déconfinement? Non, aucun rapport. Non, parce que ça peut jouer dessus. Non, pas du tout. Non, alors revenir... Il y a des dossiers, évidemment, auxquels je repense, et ce sont notamment les dossiers où je considère que j'ai obtenu un mauvais résultat. Et d'ailleurs, ceux dans lesquels j'ai obtenu un bon résultat, j'y pense aussi, mais moins, parce que je culpabilise pas. Alors que ceux dans lesquels j'ai obtenu un mauvais résultat, je culpabilise, et donc j'y repense. En revanche, vous savez, un dossier chasse l'autre, et c'est un métier comme beaucoup dans lequel on va de l'avant et on ne s'appesantit pas sur les dossiers passés. Oui, d'accord. C'est pour ça que je vous posais, j'insistais là-dessus, parce que quand j'ai interviewé un avocat qui me disait on a beaucoup plus de travail qu'avant. Alors, est-ce que c'est quoi? Non, alors en pénal, on a plus de travail que les générations précédentes en un sens, parce qu'on travaille plus sur le fond du dossier, on fait beaucoup plus de procédures qu'il n'en faisait avant, et les dossiers sont plus épais parce qu'il y a plus d'éléments dans les enquêtes, il y a des interceptions téléphoniques, des écoutes, il y a des géolocalisations, il y a des tas d'actes d'enquête comme ça qui d'abord rendent difficile de passer entre les mailles du filet judiciaire et qui épaississent les dossiers. Mais en même temps, les moyens d'aujourd'hui, la dématérialisation, Internet, etc., font aussi que c'est un métier dans lequel on peut travailler un peu plus à distance, dans lequel on peut trouver plus facilement quelque chose dans un dossier, parce que numériquement, vous pouvez trouver facilement ce que vous cherchez. Et donc, voilà, c'est en même temps un métier qui a été facilité, même si c'est plus nourri qu'avant. Alors, je vais poser une avant-dernière question. Quel est l'homme politique président que vous avez plus aimé à la date d'aujourd'hui, vivant ou mort? Ça peut être mort aussi. En président, De Gaulle. Pompidou aussi. Oui, mais bon, c'était De Gaulle. De Gaulle. À mon sens, on vit encore aujourd'hui en France sur l'héritage laissé par De Gaulle. Pour moi, le très grand homme d'État français qui, pour l'instant, n'a pas été dépassé, c'est De Gaulle. C'est De Gaulle. Et tout à l'heure, dans un débat, vous parlez de Nicolas Sarkozy. C'était un homme qui avait beaucoup Moi, j'aimais beaucoup, oui. C'est pas rentrer dans la politique, mais cet homme qui est vraiment quelqu'un d'humain, oui. Il connaît le terrain. Ça, j'en sais rien, mais je trouve qu'il impulse, qu'il motive, qu'il est positif. Et je pense que pour un pays comme le nôtre, qui peut avoir tendance à une certaine dépression collective, c'était pas mal d'avoir quelqu'un qui essaye d'avancer. Et je pense par ailleurs qu'il avait moi, je lui trouve beaucoup de qualité.
C'est un homme charmant que j'ai interviewé et c'est vrai qu'on est d'accord là-dessus. Et je vais juste finir. Pour vous, le bonheur, c'est quoi? Je pense, pour moi, le bonheur, j'ai une vision très simpliste des choses. Pour moi, le bonheur, c'est un foyer avec des enfants joyeux, de l'amour et une certaine douceur de vivre. Je ne sais plus qui dit ça, c'est un auteur grec, je crois. Il dit la vie, je ne sais plus s'il dit la vie ou le bonheur, l'un des deux, mais il dit tu l'apprendras plus tard. C'est d'être assis sur son banc devant sa maison au coucher du soleil avec un enfant qui joue devant la maison. Je n'ai plus la phrase exacte qui est beaucoup plus belle que ça. Mais pour moi, en gros, pour vous répondre, pour moi, le bonheur, c'est un peu la famille quand même. C'est d'abord la famille, les amis, les gens qui sont sincères, qui vous entourent, c'est de partager. Je dis ça alors que je n'ai pas d'enfant, etc. Mais peut-être un jour. Oui, non, mais en tout cas, pour moi, le bonheur n'est pas... On dit par exemple que la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Je crois que c'est tout à fait exact. Pour moi, le bonheur n'est pas forcément, en tout cas, dans des accomplissements professionnels, même s'ils font partie du bonheur. Pour moi, j'ai peur de dire des choses vraiment très banales, mais je pense que tant qu'on ne se prend pas une énorme tuile, je suis d'une nature très positive et facile, si vous voulez, tant qu'on ne se prend pas une énorme maladie sur le coin de la gueule, il n'y a pas de raison d'être malheureux. Exactement. Mais même si on a une maladie, il faut rester positif. Et même si on a une maladie, exactement. Mais là, on a plus de raisons de se plaindre, si vous voulez. Oui. Alors que tant que ça ne nous arrive pas, le bonheur, il est quand même à portée de main. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vont nous regarder pour ces années et les mois qui arrivent? Les gens n'ont pas besoin de moi. Non, Non, ils n'ont pas besoin de moi. Si vous voulez, je trouve que c'est très immodeste de penser que je peux avoir un truc à dire pour les gens qui regardent une interview, etc. Mais je crois que c'est Tolstoï qui dit « Tu veux être heureux, eh bien, sois heureux ». Sois heureux. Et j'aime bien cette phrase-là. Et je crois assez à ce pouvoir de la décision et de la gratitude aussi. Je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre en France, notamment. Oui. Et qu'il faut être content tous les jours de ça. Alors, Charles, on leur dit tous, soyez heureux, c'est le plus important. Et prenez soin de vous. Voilà, exactement. Merci Charles. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. J'ai peur d'avoir dit des banalités.